Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. C'est une figure clé de l'engagement associatif à Monaco que je reçois aujourd'hui au micro. Son rôle au sein de l'association Écoute Cancer Réconfort et son engagement sans faille pour aider les autres en font une personne au cœur généreux. Son histoire et son dévouement illustrent l'importance de l'engagement associatif pour faire une différence positive dans la vie des autres. Bonjour Valérie Balrilao. Bonjour Geneviève. Valérie, on regarde le parcours de Écoute Cancer Réconfort et forcément on se dit, malheureusement, on en a toujours besoin. Et ouais. C'est ce que je dis souvent. Moi, mon rêve, ça serait en fait qu'on n'existe plus. Oui. Mais bon, ça, c'est pas possible. L'idée de l'association, c'est d'accompagner ceux qui souffrent, les malades et leurs entourages. Oui, et leurs accompagnants. Parce qu'en fait, on s'est vraiment aperçu que un malade, quand il est face à la maladie, déjà, c'est très, très difficile, c'est très compliqué. Mais le proche aidant, il a un rôle tellement important, tellement lourd aussi, parce que souvent, il essaye de ne pas montrer, il essaie d'être solide, il essaie d'être le référent. Et lui aussi, il a besoin d'une écoute. Donc, nous, on agit aussi, en fait, sur ce plan-là, parce qu'on sait à quel point c'est important que le malade soit accompagné, mais jusqu'à la maison. Pas uniquement quand ils viennent chez nous, quand ils vont voir le médecin, quand ils vont à l'hôpital. C'est important. Bon, j'imagine que c'est un temps plein. C'est du bénévolat, mais c'est du temps plein. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Et on les entoure, on les écoute, etc. Quand je t'entends parler, je me dis... Tu es médecin ? Ah non, pas du tout. tu viens du monde de la santé ? Alors en fait, moi, mon rêve, c'était de... Moi, je voulais être sage-femme. Ah. Et en fait, en ayant fait un bac éco, à l'époque, le fameux bac B... je te rassure, je l'ai fait aussi. Hein. Voilà, qui était, un bac général. Hein, et en fait, moi, tout ce que je voulais faire, avec le bac B, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que, sage-femme, tu sais, c'est un concours, c'est compliqué, t'as pas fait S, ça va être difficile, tu vas pas y arriver. Ouais, j'aimerais bien être encourageant, ça. Ah ouais, mais moi j'ai eu que ça. Après ça a été j'aimerais bien faire infirmière. Ah non, mais infirmière, c'est pareil, tu te rends pas compte, mais tu y arriveras jamais. Et en fait, moi, j'ai toujours été la copine qui écoutait tout le monde. J'ai toujours et j'avais vraiment besoin de ça. Ensuite, j'avais dit à mon papa. J'aimerais bien être assistante sociale. Alors là, c'était le bac F8. Ah non, il n'en est pas question, c'est un bac techno, tu peux faire un bac entier comme on appelait à l'époque, mais non. Donc, tout ce que je voulais faire, on me disait non. Puis à un moment donné, je me suis dit, pour s'occuper des autres, pour leur redonner aussi de l'estime de soi, pour rendre les femmes belles, je vais aller vers l'esthétique. Et du coup, je me suis retrouvée à faire une formation d'esthétique. J'ai faite à Paris, chez Gatineau. Et, belle maison. Ouais, très belle maison. Et je me souviens déjà à l'époque, mon père m'avait dit « T'as intérêt à sortir dans les premières de l'école. » Donc j'avais des challenges comme ça. Bon, en effet, oui, je suis sortie 2e ou 3e de l'école, donc je me suis bien débrouillée. Mais après un bac, passer un CAP, je dois dire que ça allait. Mais bon, il y avait quand même toute cette technique. Hein, c'est de la technique quand même. On ne peut pas faire ça si on n'a pas appris. Ah non, non, l'avantage, c'était qu'en fait, en passant un CAP, j'avais pas à passer les maths, le français. C'était fait. Donc voilà, j'ai fait mon école d'esthétique. Et puis, j'ai commencé dans l'esthétique. Tu t'es installée à Monaco tout de suite ? Alors, en fait, ce qui était très amusant, c'est quand je suis allée à la remise des diplômes à Paris, j'ai une de mes copines de classe qui me dit « Je viens de trouver un boulot super dans une boîte, tu vas adorer, il faut être démonstratrice, c'est génial, tu correspondrais vraiment bien au poste. » Et puis, ils ont une antenne à Nice. Mm-hmm. Bon, elle me dit « Envoie une candidature. » Donc, j'envoie une candidature à Paris. Et puis, juste avant de fermer l'enveloppe, je mets possibilité Paris-Nice. Parce que ma grand-mère habitait Nice. Je me suis dit, ça peut toujours le faire. Voilà. Et puis, 15 jours après, je reçois un coup de fil, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire. 8h30 le soir, un monsieur qui m'appelle de Saint-Laurent-du-Var. Alors j'avais 19 ans. Donc, dans ma tête, je me dis Saint-Laurent-du-Var. Tu étais à Paris à l'époque, Oui, j'étais à Paris, complètement. Donc, Saint-Laurent-du-Var, le Var, le Sud. Enfin, j'essaie d'aller un peu vite dans ma tête. Je me dis, mais c'est qui ? Puis, je me rappelle que je me souviens que j'ai marqué possibilité Paris-Nice. Donc, je comprends qu'en fait, ce monsieur, c'est l'antenne qu'il y a sur Nice. D'accord. Et là, il me dit, écoutez, moi, votre CV me convient, mais par téléphone, j'ai besoin de vous voir. Je dis, ça va pas être simple. Hein. Je dis, écoutez, vous me laissez vous rappeler demain.
La nuit, je dors pas, je cogite, puis je me dis, tu sais quoi, je descends, en cas, je fais une semaine chez mamie, c'est pas grave. Au soleil. Voilà. Et donc, je dis à mes parents, écoute, je prends l'avion. J'avais jamais pris l'avion. Parce que, il y a 35 ans, on prenait pas l'avion aussi facilement. Hein, je veux dire, là, maintenant, ça semble être un truc, mais il n'y avait complètement. pas la navette Paris-Nice, ça n'existait pas. Donc, de suite, tout était plus compliqué. Il fallait téléphoner à Air France, c'était pas la même chose. Donc, je prends un avion un jour après. Je prends le premier vol, j'arrive chez ma grand-mère, je pose la valise et je file à ce rendez-vous à Saint-Laurent-du-Var. Et donc, l'entretien se passe super bien. Il m'explique, je dis, ouais, ça me plairait. Il me dit, vous êtes disponible quand ? Tout de suite, si vous voulez. Ah, ok. Écoutez, je vous amène. J'ai commencé le jour même. Ah, tout de suite ? Ah oui, tout de suite. Donc, et je suis jamais remontée à Paris. Donc là, mes parents n'ont rien compris. Ils ont cru que je partais une semaine voir ma grand-mère. Premier entretien. Ils se sont dit, non mais elle rêve la petite, quoi. C'est n'importe quoi. Tu te rends compte quand même. Le destin. Tu nous racontes ça comme ça, mais tu te rends compte quand même que pour tous les jeunes qui galèrent pour trouver un premier emploi, etc., c'est magique. De dire, je descends, premier entretien, je commence tout de suite et ça marche. Ouais. C'est... Ah non, mais un truc incroyable. Alors, vraiment. On parlait des embûches précédentes sur tes choix de carrière, mais là, finalement, sur le moment, tu as dû te dire, finalement, c'est bien que j'ai fait ça, quoi. Ah, mais mon destin a basculé à 7 minutes, honnêtement. Après, c'est vrai que j'ai eu cette spontanéité que j'avais déjà à ce moment-là, de me dire, écoute, j'y vais, quoi. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? J'ai rien à perdre, à part une semaine, aller voir ma grand-mère. J'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc, évidemment, je suis arrivée avec rien, quoi. Une valise. J'ai squatté chez ma grand-mère pendant 6 mois parce qu'il fallait que je trouve un appart. J'avais pas prévu de partir de chez mes parents, donc j'avais rien. J'avais pas d'argent d'avance, j'avais rien. Donc, et puis je suis partie. Donc, j'ai fait ce travail de démonstratrice pendant 2 ans où j'avais comme secteur de Bordeaux jusqu'à la Corse. C'était grand, dis donc. Donc, en fait, pour une jeune femme de 19 ans... Exactement. Il y a plus de 30 ans... et timide, super timide, super réservée. Ouais, grave. Moi, je rentrais pas dans un magasin toute seule ou si j'étais pas sûre d'acheter quelque chose. Moi, j'en étais là. Donc, c'était un challenge, mais de dingue. Ah. Donc, voilà, la boîte pour laquelle je bossais, ils vendaient du matériel esthétique et paramédical. Donc, il y avait toujours un commercial qui faisait tout son... Et puis, moi, je faisais la démo. Donc, moi, j'étais dans mon truc, en fait... Puis après, comme ils ont vu que je me débrouillais bien, ils m'ont dit non, mais en fait, on aimerait bien que tu sois formatrice maintenant. Ah. Ouais. Bon, comme c'était à 20 ans. À 20 ans. Donc, c'était mon boulot. C'était, voilà, moi, dans mon boulot, quand je maîtrise, j'ai pas de problème. J'avais juste un peu ma timidité. Et puis, surtout, je formais des gens bien plus âgés que moi. Donc, ça, au début, c'était un peu plus compliqué de faire style j'ai de l'aplomb, alors que je n'en avais pas du tout. Et puis, j'ai commencé à former les gens. Et donc, c'est pour ça que j'allais avec le commercial. On vendait l'appareil et puis après j'allais les former. Et après ils se sont mis à monter les centres de remise en forme. Ensuite je partais 1 semaine et j'allais former les gens sur tout le matériel qu'on leur avait vendu. Oh, wow. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans en fait. Et c'est vrai que j'avais toujours ma valise à la main, donc j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs. J'adorais en fait, mais bon. Après voilà, ils avaient une organisation. J'étais souvent prévenue un peu last minute, un jour avant, donc bon. Le jour où j'ai dit que j'avais une vie privée, ça leur a pas trop plu. Non. Mais bon, c'était comme ça. Quelle idée, franchement. Franchement. Donc voilà, je voyageais. Quand j'étais pas en voyage pour faire les formations, les démonstrations, ils avaient un centre en fait, avenue Jean Médecin au-dessus du Gaumont à l'époque, et je travaillais là, donc avec d'autres collègues, mais j'étais toujours la plus jeune en fait. Mais j'ai adoré en fait. Et puis ça m'a énormément dégourdi, ça m'a... Voilà, j'allais dire, c'est qu'on a cette image de la jeune Valérie, 19 ans, qui n'a jamais quitté ses parents, qui prend l'avion pour la première fois, qui va chez mamie, exact. Mais qui finit par se retrouver dans le grand bain tout de suite. Et pour le coup, il n'y a pas de transition dans ce que tu décris. C'est-à-dire que donc on imagine ton apprentissage technique surmultiplié par un apprentissage personnel, en tout cas décuplé, qui a peut-être forgé la Valérie d'aujourd'hui, qui est cette femme qui est à la tête d'une association qui a une mission douloureuse, qui travaille dans la douleur, en tout cas qui encadre la douleur, la souffrance, la tristesse, le chagrin, la difficulté, etc. Est-ce que tu te dis parfois que, j'imagine,
que tout ce que tu as appris pendant ces années-là, cette espèce d'autonomie un peu forcée qu'on t'a imposée, est-ce qu'aujourd'hui, ça te porte dans les moments, parce que je ne sais pas s'il y a des moments de découragement ou en tout cas des moments de lassitude, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te porte? Parce que le quotidien de Madame la présidente de Écoute, Cancer et Confort ne doit pas toujours être rose. En fait, oui, il y a plusieurs choses. D'une certaine façon, en fait, j'ai voulu garder mon côté... je continue un peu à travailler. Je continue à faire l'esthétique à domicile parce qu'en fait, après, j'ai évolué sur ma façon de travailler. On en parlera peut-être plus tard. Mais j'ai voulu garder, en fait, mon côté esthétique léger. Où, voilà, parfois, je peux avoir une cliente qui va mettre 10 minutes pour choisir la couleur de son vernis. C'est pas grave. Ça me fait du bien aussi. Parce qu'à côté de ça, la transition est tellement énorme et je pense que dans la vie, on en a besoin aussi. Donc, en fait, voilà, quand je vais faire de l'esthétique classique, des pédicures, des épilations, des massages, mais là, avec des personnes qui vont bien, ça me permet d'alléger aussi l'autre côté, le côté présidence. Et j'ai pas voulu m'arrêter de travailler, en fait, du tout, à cause de ça. On place toujours l'esthétique, et pardon si ça te semble très cliché ce que je vais dire, il y a pas de mépris du tout, mais on a tendance à dire l'esthétique, je me fais les ongles, je me maquille, tout ça c'est assez superficiel, ou en tout cas futile, voilà. Et on se rend compte, dans les moments difficiles, que c'est sur ça qu'on se retourne. Exactement, l'estime de soi. L'estime de soi. En fait, je m'aperçois que depuis toujours, je travaille sur l'estime de soi. Bah oui. Ça, en tout cas, c'est un fil conducteur entre Écoute, Cancer et Confort et l'esthétique. C'est un fil conducteur évident. Complètement. Oui. En fait, j'ai l'habitude avec mon travail d'avoir déjà les femmes ou les hommes que je peux avoir, parce que j'ai aussi des clients hommes, mais qui se confient dès qu'on touche le corps. On voit bien, même quand on va chez le coiffeur, mais dès qu'on touche le corps, il y a un lien particulier qui se crée. Où là, la personne va se livrer davantage. Et en plus, moi, mon activité d'esthétique à domicile, parce qu'en plus, j'ai été une des premières à Monaco, en fait, à vraiment me déclarer et à faire ce métier officiellement en tant qu'esthéticienne à domicile. Ouais, ça n'existait pas. Donc, j'ai même galéré pour avoir mon autorisation, parce que, en fait, on comprenait pas ce que je voulais faire. Ah non, madame, vous pouvez pas aller chez vous, on peut pas aller chez vous, vous habitez dans les domaines, il y en est pas question. Non, mais moi, je veux personne chez moi je veux aller chez les gens. Je vais chez eux. Ils avaient du mal à comprendre. Oui, mais le stock, c'est interdit. Je dis, mais moi, j'ai pas de stock, j'ai une mallette qui tient dans ma voiture, quoi. Je pas besoin. Donc, quand ils ont compris, ils m'ont dit, ah, ok, en 3 jours, j'avais ouvert. Mais pendant 6 mois, j'ai galéré parce qu'en fait, ils n'entendaient pas ce que je voulais faire. Je dis, non, mais moi, je vais aller chez les gens. Et là, d'aller chez des personnes, connaître la famille. Donc, moi, quand je vais chez une cliente, je connais les enfants, le mari, je connais tout le monde parce que je les vois. Mais tu connais leur intérieur. Je connais leur intérieur. C'est exactement. On dit toujours, celui qui pénètre chez toi, qui voit l'endroit dans lequel tu vis, en sait plus sur toi que. Tout à fait. Donc c'est beaucoup plus fort encore, même au niveau du lien. Parce que je les connais. Du coup, je connais leur vie. Quand je leur propose un rendez-vous, je sais si c'est un moment où, je sais pas, elles vont à la gym ou au golf ou j'en sais rien, parce que je les connais vraiment, en fait. Oui, c'est ça. Et ça, voilà. Donc, ce travail sur l'estime de soi, parce que l'esthétique, c'est l'estime de soi avant tout, je le retrouve aussi avec Écoute, Cancer et Confort, en fait. Parce que on sait que quand on est malade, quand on peut être mutilé, par exemple, sur un cancer du sein, une opération, souvent, l'ablation, la mastectomie, c'est très, très violent pour une femme. Ça l'est moins dans d'autres cancers, mais en attendant, la maladie vous affaiblit, la maladie vous fait changer de visage, vous fait changer d'aspect. Et l'estime de soi, là, c'est super important. Parce que, et il ne faut pas oublier aussi que tout l'aspect de la maladie et tout ce que ça encombre, souvent, il y a des vies de couple qui sont en jeu. Il y a tout ce qui va avec la famille, parce que la vie de couple, ça veut dire aussi la confiance qu'on a en soi, parce que on dit toujours que l'amour que nous porte l'autre est une partie de la confiance qui nous forge. Et donc, tu parles de couples qui peuvent éventuellement souffrir ou se défaire, etc. Effectivement, on sent, dans la façon dont tu en parles, on sent beaucoup d'empathie. Est-ce que Valérie, depuis toute petite, a eu ça comme trait de caractère ? Oui, ça, j'arrive pas à faire autrement. Moi, je trouve toujours des excuses à tout le monde. Même quand il y a quelqu'un de pas gentil, je vais aller lui trouver une excuse. Je crois que ça, c'est un peu moi. Et je pense que c'est pour ça que même quand j'étais... Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Tu as dit, moi, j'étais toujours la copine qui écoutait tout le monde. C'est ça. Donc, finalement, on y est. Oui, moi, j'étais toujours celle qui ne parlait pas et qui écoutait.
Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères qui sont plus jeunes que moi. Uh-huh. Et en fait, le dernier, avec lequel j'ai 7 ans d'écart, il m'appelait ma petite maman, parce qu'en fait, je m'occupais beaucoup de lui. Et c'est pareil, on a un lien un peu particulier aussi, parce que voilà, moi j'avais 7 ans quand il est né, mais je m'occupais de lui, je lui changeais les couches, je lui donnais à manger, enfin, ça me passionnait déjà. Je voulais être sage-femme, faut pas oublier, hein, donc c'était ancré. On suit. C'est ancré en moi depuis toujours. La petite enfance, c'était déjà. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui, ça fait partie de mon identité en fait. Et dans mon métier, voilà, la même chose. Parce que c'est de l'empathie, hein, c'est évidemment, c'est vouloir aider. On dit toujours que celui, le coiffeur, ou la coiffeuse, l'esthéticienne, voilà, c'est celui qui nous fait changer de quotidien. Parce qu'entre le moment où on se lève le matin ébouriffé et tout fripé, le moment où on sort, on n'a plus du tout la même allure, forcément, ça a changé le quotidien, quoi. Et donc, pour revenir à ces 2 ans passés en formation, etc., j'ai fait un petit saut, puisque tu me dis, je suis la première à m'être installée à Monaco en esthétique à domicile. Donc, il y a bien un moment où tu as dit, bon, la formation, c'est bien, mais moi, j'ai envie de travailler avec mes mains. Bien sûr. Alors, en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai rencontré mon mari. Parce que j'étais à Nice, j'étais pas à Monaco du tout, donc j'avais. Oui, c'est ça. Il manquait quelques kilomètres. Voilà, il manquait un petit lien. Et en fait, ce qui était amusant, c'est que mon patron avait un fils, même plusieurs, mais ce fils-là, c'était le meilleur ami de mon mari. Et en fait, eux, ils faisaient leurs études et régulièrement, ils passaient à l'institut où j'étais. Là dans le centre de Nice, alors il y en a un qui venait faire des UV, il y en a un autre qui venait juste voir s'il y avait une nouvelle. Bon, c'était des garçons, hein. Et c'était un petit terrain de chasse. Voilà, malgré tout, il y avait que des jolies pépettes. Donc, et puis je me suis retrouvée là et donc on a sympathisé avec le fils de mon patron, etc. Et puis je me suis retrouvée invitée à un anniversaire. Et en fait, tous les deux étaient nés quasiment le même jour et ils fêtaient leur anniversaire en même temps. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, en fait, à Nice, qui était le meilleur ami du fils de mon patron. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai atterri à Monaco. Donc, mariée 2 ans plus tard, et puis au bout de 31 ans, toujours ensemble. Donc, voilà, quoi. Ça se souligne quand même, parce que on vit, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, peu importe, mais on vit une époque où les couples de 30 ans se comptent sur les doigts d'une main, certainement. C'est vrai. Donc, bravo, ça se souligne. Alors, on parlait d'empathie tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je comprends, hein, je suis l'estime de soi, l'envie de s'occuper des autres, mais qu'est-ce qui déclenche à un moment donné une vocation ou une envie d'engagement dans l'associatif? Parce que tout le monde ne franchit pas le pas, Valérie, quand même. Même ceux qui ont envie d'aider les autres, tout le monde ne franchit pas ce pas-là, qui, il faut le dire, est quand même un pas important. Au moment où on dit « je ne fais pas ça pour moi ». Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que donc je suis rentrée dans l'association il y a pratiquement 10 ans maintenant, puisque là, je suis présidente depuis 8 ans. Donc en fait... Parce que tu commences bénévole et très vite... Ouais, très vite. J'ai enchaîné. Tu prends la présidence, en fait. Tu prends la responsabilité, parce qu'on dit la présidence, c'est un titre. Oui, en fait, c'est la responsabilité. C'est vrai que ça, c'était pas prévu, en fait. Il y a beaucoup de choses pas prévues dans ton parcours. Moi, c'est toujours plein de choses comme ça inattendues qui me tombent dessus. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire de l'associatif, mais j'avais envie de quelque chose. Alors, toutes les associations sont magnifiques. Hein, c'est pas du tout une critique, mais il y a énormément de choses aussi à l'international sur Monaco, parce qu'on a justement une population on a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de choses. Mais moi, ce côté associatif, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose ici. J'avais besoin d'aider les gens ici, là. Donc, faire quelque chose à l'étranger, en Inde, au Népal, n'importe où. Je trouve ça magnifique, mais moi, j'avais besoin d'être sur le terrain, de toucher. Moi j'ai besoin de toucher. Ça fait partie de c'est moi. Ça va avec l'esthétique. Voilà. Et donc, j'ai cherché. Alors, il y avait plein de clubs. J'avais des clientes qui faisaient partie de plein d'associations, plein de choses. Mais j'avais l'impression que c'était plus du travail de terrain, de bureaucratie, des réunions. Alors, c'est sûr que moi, j'en fais plein, des réunions aussi. Mais voilà, besoin vraiment d'avoir un travail où je pouvais être là, de toucher, voir des gens, les rencontrer réellement. Et donc, j'ai cherché, mais pendant 2-3 ans. Hein. Et puis, un jour, je me suis retrouvée à un dîner... Et il y avait Adeline Garino, qui était l'ancienne présidente, et qui est en fait la meilleure amie de ma belle-mère.
Donc, que je connais depuis toujours. Dans tout ton parcours, il y a des proximités comme ça. Le meilleur ami du fils de ton patron, enfin, je veux dire, un truc de fou. L'ami de ta belle-mère, enfin, finalement. Et j'avais jamais réalisé, en fait, qu'elle était présidente d'Écoute Cancer Réconfort. J'avais jamais fait le lien. Et je la vois à ce dîner, et d'un seul coup, je capte. Je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Donc, je vais la voir. Et j'ai dit, écoute, Adeline, j'ai dit, moi, voilà, le lundi, j'ai décidé de ne pas travailler. Et parce que j'ai 2 enfants, je veux avoir le temps de m'en occuper. Si je fais de l'esthétique à domicile, c'est aussi pour gérer mon temps. Parce que entre-temps, j'avais eu 2 enfants. Et je voulais quand même avoir du temps pour eux. Donc, je lui dis, écoute-moi, mon bénévolat, je t'offre une demi-journée d'esthétique pour tes patientes. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, si tu veux, moi, je fais ça. Et là, elle me regarde et elle me dit « Ouais, c'est bien. » Elle me dit « Bon, une esthéticienne, j'en ai déjà une, ça serait bien d'avoir quelqu'un d'autre. » Elle me dit « Ça fait un moment que je pense à toi, mais j'attendais que ça aille un peu mieux, que tes enfants grandissent, que certaines choses aillent mieux, que tu aies un peu plus de temps, mais ça fait un moment que je te surveille. » Elle me dit « J'attendais que tu sois prête. » Elle me dit « Parce que moi, j'ai autre chose pour toi. » Je dis « Ah bon, mais... » Alors, autre chose que la demi-journée d'esthétique que je te propose. Voilà, et là, elle me dit, tu sais, je suis fatiguée, ça fait un moment maintenant que je suis là, et j'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui me relaie. Adeline, pour ceux qui ne la connaissent pas, Adeline est plus âgée. Oui. Elle est de la génération précédente. Tout à fait. Elle aurait pu être c'est la génération de ma maman. Complètement. Donc, elle était là-bas déjà depuis, je crois, une dizaine d'années. Elle avait fait beaucoup de visites. Très dynamique, d'ailleurs. Très, très dynamique. Ouais. Très engagée, engagée sur plein de choses, hyper active, parce que c'est une hyper active. Et là, elle me dit, viens me voir. Viens à l'association, viens passer l'après-midi avec moi, on en parle. Ok, allez hop, bon lundi... que je ne travaille pas. J'y vais et puis voilà, je commence à voir ce qui se passe dans cette association et je dis bon faut que tu m'expliques ce que tu veux. Elle me dit moi voilà, en tant que présidente, j'aimerais bien être qu'on me remplace parce que je cherche mais c'est pas évident. J'aimerais quand même trouver une monégasque. J'aimerais trouver quelqu'un qui a quand même un profil, qui a de l'empathie, qui connaît un petit peu. Elle me dit toi, je sais que ce par quoi tu es passé, tu as traversé, parce qu'elle savait que j'avais traversé quelques épreuves quand même. Elle me dit, je sais que tu as cette sensibilité-là. Et elle me dit, j'aimerais bien qu'on voit ça ensemble. Donc, pendant quelques mois, j'ai passé mes après-midi à l'espace Mieux-être, donc le centre de soins de support qu'on a à Fontvieille, là où, en fait, on reçoit gratuitement les patients pour leur offrir gratuitement des soins de support. Et donc, voilà, j'ai commencé à passer mes lundis là-bas, j'ai fait la formation. Et moi, le côté présidence, ça me faisait quand même un peu peur parce que... Oui, toi qui voulais pas faire de la paperasse et de la politique, voilà. C'était déjà... parce que quand on est président d'association, on fait aussi un peu de politique quand même. Ouais, un peu. Alors c'est vrai que ça, c'est vraiment pas ce que j'aime. C'est utile, on va dire. C'est utile. C'est pour ça que je suis quand même... Enfin, je fais des choses, oui, parce qu'il faut, mais je suis assez discrète parce que j'aime pas trop être mis en avant. Ça, c'est des choses qui sont un peu difficiles pour moi. Mais bon, on apprend, On apprend. J'arrive à parler plus facilement. C'est un parcours, madame. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'était difficile. La première fois que j'ai fait un discours, mais j'étais malade. Je tremblais, j'étais tétanisée. Parler en public. Parler en public. Ouais. La première fois que j'ai dû parler en public, c'était au Théâtre des Variétés, devant une salle pleine. Mais moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais formé des gens, mais j'étais en one-to-one, où j'avais 2 personnes. Mais bon, j'arrivais à gérer mon stress. Mais là, je me retrouve... être sur une scène de théâtre, c'est quand même autre chose. C'est waouh. Pas de théâtre ou n'importe où. Ouais. Sur une scène face à 300 personnes, c'est quand même autre chose. Là, c'était un peu panique à bord. D'ailleurs, j'ai même les patients de l'association qui me connaissent, qui viennent pour certaines encore, qui me disent a bien évolué un petit parce que le premier discours c'était alors je m'étais bien débrouillée mais tout le monde voyait que j'avais la trouille quoi. Avoir la trouille c'est quand même normal parce que on a l'impression que quand on s'engage et quand on défend ou quand on soutient une cause forcément on peut mettre tout l'attirail d'outils à disposition mais c'est pas forcé. On peut avoir aussi des moments où on est face à des défis personnels qui sont importants quoi. Et parce que là, tu disais, j'aime pas me mettre en avant. Mais tu nous as dit que vous recevez gratuitement les patients pour des soins gratuits. Donc, j'imagine que pour mettre ça en marche, pour que ça fonctionne et que ça puisse être gratuit, il faut quand même se mobiliser. Il faut quand même mobiliser des énergies. Donc, tu te mets pas en avant, mais il faut quand même... Faut y aller. Faut y aller. Mais honnêtement, c'est un challenge à chaque fois.
Bah oui, est-ce qu'on a la pression quand on fait ça? Ouais, enfin moi je me la mets en tout cas, mais parce que j'aime que les choses soient bien faites. Je me la mets sûrement un peu trop, hein, honnêtement. Hein. Mais comme ça a été vraiment un gros travail. Comme je disais tout à l'heure, je rentrais pas seule dans un magasin, moi. Hein. Ouais, c'est Donc étonnant, monter sur une scène ou parler ou se faire interviewer. Alors là déjà il n'y a pas d'image, donc c'est plus facile. Mais je le fais. Mais c'est vrai que c'est toujours un gros stress en fait. Mais j'y vais. Mais ça me prend énormément d'énergie en fait. Sur quoi on s'appuie pour pour avoir cette énergie? C'est quoi qui te permet à toi personnellement? Parce que là, on a beaucoup parlé de ce que tu fais pour les autres, y compris comme ça en passant un mari, des enfants. Donc on imagine Valérie comme elle se présente là, donc très dévouée pour tous ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'on fait pour soi-même? Qu'est-ce que tu fais pour toi-même? Alors moi j'aime beaucoup lire. Ça, j'adore, c'est un truc qui me ressource. Je fais du sport aussi. Et ma famille. Ma famille, ça me ressource aussi beaucoup. Et puis, de toute façon, déjà, rien que quand, que ce soit les visites à l'hôpital ou quand on a ne serait-ce qu'un patient, une patiente qui va mieux, moi, déjà, voilà. Oui, c'était la question suivante. C'est quoi ta récompense? Parce qu'on fait tous dans la vie, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas forcément pour obtenir quelque chose, mais on apprécie la récompense. Oui, alors en fait, ce dont je m'aperçois, c'est que, voilà, oui, il y a des jours, j'ai envie de baisser les bras, je me dis j'en ai marre, c'est dur, j'ai envie de, quand je rentre à la maison, d'avoir rien à faire. Et puis, quand on a quelqu'un qui va super bien, qui s'en sort, qui nous fait un super témoignage en nous disant mais sans vous, j'aurais jamais réussi à m'en sortir. C'est grâce à vous que je suis là. En fait, on oublie tout. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des anciens malades ou des gens qui sont en rémission qui continuent de venir vous voir? Ouais. On a des personnes qui ont du mal à lâcher la main. Parce qu'en fait, dans cette maladie, il y a toujours le au cas où si ça revient. Oui, parce qu'on parle de rémission, on ne parle pas de guérison. Non, jamais. Jamais. Hein. Parce que on sait que... Alors, on dit qu'au bout de 5 ans, on est en rémission. Mais la guérison totale, nous, c'est un mot qu'on utilise jamais. On sait que malheureusement, ça peut revenir. On ne sait jamais quand, comment. Alors, c'est vrai que les fameux premiers 5 ans sont très importants. Mais il y en a qui peuvent récidiver à 6, 7 ans, 8 ans. Il y en a, ils vont récidiver 20 ans après. Et là, on ne comprend pas toujours. Parce que là, la personne se dit, non, c'est un autre cancer. Non, des fois, en fait... Quand on fait des recherches avec les biopsies, les médecins s'aperçoivent que non, c'était le même. Ça a dormi pendant 20 ans et là, ça se réveille. Mais on n'est plus jamais tranquille, en fait. C'est cette épée Damoclès qui est là, qui reste qui est là pour tout le reste de la vie, en fait. Et c'est ça qui est difficile. Donc, on a des personnes, si, quand elles sont en rémission, elles ont besoin de nous lâcher la main parce qu'elles ont besoin d'oublier de passer à autre chose. Et bravo, parce que nous, en fait, on est là aussi pour ça. Ouais. On est là, en fait, pour les aider à se reconstruire parce que ce qu'on arrive à faire dans cette association, c'est vraiment une prise en charge holistique et globale. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au médecin, le médecin, il va chercher juste à vous guérir. C'est déjà énorme, attention. Hein. Lui, il veut vous guérir, il veut vous sauver la vie. Nous, en fait, pour réussir à ce qu'il y ait cette guérison, pour que la personne retrouve l'estime d'elle-même, pour que la personne ait envie de reprendre sa vie en main, en fait, on va leur proposer plusieurs types de soins. Donc, de la psychothérapie, s'ils ont besoin, et souvent, il y en a quand même besoin, parce que on arrive face à la maladie avec ses propres bagages. Avec un moment de vie peut-être particulier, il y a des choses à régler. Et oui, tu parlais de couple tout à l'heure, effectivement, ça rentre en ligne de compte. Et la famille, les enfants, l'entourage. Tout l'entourage. Ouais. Donc c'est une explosion dans les familles. Alors il y en a, ça va les souder, mais alors un point. Et puis il y en a d'autres, ça va exploser la famille. Ouais. Donc la psychothérapie, ça c'est un des piliers super importants des soins de support. Mais tout le monde ne veut pas y aller, tout le monde ne veut pas creuser, tout le monde ne veut pas savoir ce qui se passe derrière. Mais ça... Nous, on ne juge pas. En fait, ça, c'est aussi un point qui est très important chez nous, c'est qu'il n'y a jamais de jugement. La personne, on essaie de les conseiller parce que nous, on les écoute, on voit ce dont ils ont besoin, mais on ne peut pas les forcer. Donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est, écoute, pour l'instant, tu n'as pas envie de faire de thérapie, ok, pas de problème, mais garde ça dans un petit coin de ta tête. Peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, tu vas me dire, ah ouais, tiens, peut-être que là, il faut que j'aille voir... Et tu peux faire 2-3 séances. En général, j'essaie aussi de présenter les choses en disant, attends, tu pars pas pour une thérapie de 2 ans. Quelquefois, juste déposer un peu ses bagages. Déposer un petit peu les pierres qu'on a dans le sac à dos. Après, ça, c'est le travail de la psy, de voir ce dont la personne a besoin. Puis souvent, ils disent, j'ai bien fait d'y aller, en fait. Il y avait quand même quelques trucs à régler. Hein. Donc ça, j'adore.
moi, je t'écoute et je me dis, tout ça, ça doit agrandir le cercle de gens qui t'entourent et donc le cercle de gens à qui tu te consacres. Ça ne fait qu'augmenter, en fait. Alors, oui. Après, il faut voir que ça va, ça vient. Il y a des personnes qui vont venir au début, ça peut ne pas leur convenir, parce qu'attention, le côté associatif peut ne pas plaire à tout le monde. Donc il y a des gens qui viennent, ils poussent la porte, ils font leur entretien, ils font quelques séances ou pas. Il y en a, en fait, ils viennent et en fait, on les a pendant des années. Il y en a, ils sont là pendant la durée de leur traitement. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes femmes avec des enfants. Donc après, il y a aussi le problème du travail, de ne pas perdre son travail, de reprendre son travail. Et donc là, après, quand elles reprennent justement leur vie active, souvent, bien sûr, on ne les voit plus. Et tant mieux, si elles vont bien. Ou de temps en temps, elles gardent quand même, elles font une petite séance avec la psy, une petite séance avec notre naturopathe énergéticienne, ils font des soins... avec des soins énergétiques pour gérer un peu le stress, gérer des douleurs, des choses comme ça. Et donc, on en a, même si elles ont repris le travail, de temps en temps, elles reviennent faire juste des petites séances comme ça. Ce sont essentiellement des femmes? Alors, on a beaucoup de femmes, on a très peu d'hommes. Je pense qu'ils ont plus de mal à venir soit demander de l'aide, soit faire une thérapie, faire des soins. Ils ont l'impression que c'est féminin. Et en fait, non, la psychologie, c'est pas féminin du tout. Les soins énergétiques avec notre naturopathe énergéticienne, c'est pas féminin. Et d'ailleurs, les quelques hommes qu'on a eus, quand ils sortaient de la séance, mais ils étaient aux anges. Oh, mais si j'avais su, je serais venue avant. Et vraiment, parce qu'ils découvrent des choses. Les soins avec la socio-esthéticienne, c'est pareil, parce que dans socio-esthétique, on entend esthétique aussi. Mais là, la socio-esthéticienne, elle a une formation spécifique, puisqu'elle est formée sur tous les traitements de chimio, pour tous les effets secondaires de ces chimios. Donc elle les connaît toutes et elle sait ce que ça fait comme effet secondaire. Donc elle peut ou devancer, ou pallier, ou bien les conseiller justement pour éviter d'avoir tous les bobos. Je vais pas vous les détailler, c'est pas toujours très sympa, mais toute cette bobologie qui vous casse les pieds toute la journée parce que qui ajoute à la souffrance de la maladie, parce qu'en fait la bobologie, on parle peu de la bobologie du cancer, mais il y a une bobologie terrible. Les effets secondaires de la chimiothérapie, les affectations mentales, parce que récemment on parlait de santé mentale, enfin maintenant tout le monde parle de santé mentale, mais la santé mentale du malade, c'est énorme. C'est terrible. Terrible. Plus je t'écoute, plus on échange là-dessus, et plus ça me revient toujours, et je me dis, mais comment fait-elle ? Parce que prendre comme ça au pied levé, parce que parlais d'Adeline tout à l'heure qui tout de suite te dit tu vas prendre ma suite. Ok, c'est un défi que tu veux bien relever, mais comment ça s'est passé ? Ça a été un naturel, ça s'est fait naturellement, ou il a fallu quand même que tu fasses ta place ? Parce que quand on arrive dans une association qui fonctionne, que ce soit une association, on va parler d'un groupe d'individus, parce que ça pourrait être un plateau de travail, ça pourrait être autre chose. Une famille. Quand on arrive dans un entourage qui fonctionne, pas facile de s'imposer quand même. Alors pas du tout évident, d'autant plus que j'étais encore la plus jeune. Donc du coup, faut bien qu'il y ait un fil rouge. Voilà. On a mis l'empathie comme fil rouge, on a mis la surprise comme fil rouge, et là on va mettre le fait que tu es toujours la plus jeune. Donc en effet, pas évident. Gérer une équipe de bénévoles, pas facile non plus, parce que ce sont des gens qui donnent de leur temps, avec tout l'amour, le cœur qu'ils ont. Ils font ce qu'ils peuvent, et en même temps, on a besoin de mettre un cadre. Donc c'est super difficile. En fait, il y a un équilibre difficile à trouver là. Ouais, c'est pas évident. Et puis moi, j'avais besoin d'une certaine légitimité. Donc je suis allée faire une formation en plus. Parce que j'avais besoin, il fallait que j'ai une formation supplémentaire pour m'asseoir dans mon rôle de présidente. Donc je suis allée voir l'association Jatalve, qui font des formations extraordinaires. Donc eux, ils sont spécialisés sur tout ce qui est fin de vie, soins palliatifs, soins de vie, fin de vie. Et ils font également des ateliers pour la gestion du deuil. Donc ils ont une formation très assise. Et je suis allée faire leur formation, parce que j'avais besoin de comprendre aussi tous les mécanismes qui allait se passer, parce que même si mon papa est décédé d'un cancer il y a 26 ans maintenant, toutes les étapes qu'on a dû passer, on a dû les passer très très vite parce qu'il est mort en 3 mois. Donc il y a des choses où puis j'étais jeune, un peu plus jeune, donc j'avais besoin de comprendre plus de choses aussi. Et puis j'étais encore un peu en colère, je pense. Donc ça m'a permis aussi de faire un petit peu ce travail aussi par rapport à ça et de comprendre toutes les étapes aussi par lesquelles moi-même j'étais passée. Parce que malgré tout,
Oui, écoute, cancer et confort, j'ai vu de la lumière, j'ai voulu y aller, mais bon, il y a un background derrière quand même. Donc, c'était pas complètement pour être tout à fait honnête, puisque inconnu, moi aussi, j'ai perdu ma maman d'un cancer. Et je me pose souvent cette question. Et peut-être que je ne suis pas encore arrivée à ce moment où j'ai réglé tous les problèmes. Parce que c'est exactement ce que tu décris. On voit de la lumière, on se dit pourquoi pas. Mais c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pas si simple parce que ça revient à ce que je te dis. Tu arrives dans un groupe associatif qui fonctionne avec des bénévoles qui donnent leur temps, comme tu dis, etc. Trouver sa légitimité, bon, tu parles de formation, mais trouver sa légitimité au sein du groupe. Complètement. Et puis, je n'étais jamais rentrée dans l'associatif. C'était la première fois et je me retrouve un peu parachutée en tant que présidente. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit, écoutez, les filles, moi, je veux bien prendre le poste de présidente, mais j'ai besoin d'une équipe derrière moi. J'ai besoin que vous me souteniez parce que moi, il y a plein de choses. D'aide, en fait. Mais ouais, moi, plein de choses que je connais pas. Là, j'arrive, mais... cette association, donc elle avait 20 ans derrière, puisque c'était à peu près il y a une dizaine d'années. On a fêté les 31 ans de l'association l'année dernière. Donc, je lui dis, vous êtes un petit peu la Bible de cette association. Vous êtes passé par plein d'autres choses. Vous avez vécu d'autres choses que moi, je n'ai pas vécues. Parce que moi, j'arrive maintenant sur un format qui est déjà quand même assez assis. Vous avez essuyé les plâtres de plein de choses. Parce que quand l'espace mieux-être a été ouvert, donc il y a 14 ans, Adeline m'avait expliqué au début, ils sont arrivés un peu sans formation, avec le cœur. Mais quand on perd des patients, c'est ça. C'est dur, on n'avait pas perd aussi, hein. Bien sûr qu'on en perd. On a des réussites et Dieu merci, mais on a aussi des moments bien difficiles. Sûr, ça existe toujours. Et ça, c'est la partie la plus difficile parce que les bons moments, ça c'est toujours top, c'est facile, c'est festif. Mais quand on perd quelqu'un, c'est compliqué. Et il ne faut pas oublier qu'il y a donc 14-15 ans en arrière, on perdait plus de monde aussi. Parce que les thérapies ont énormément évolué. Donc, ça aussi, Dieu merci, mais voilà. ça ne règle pas tout, mais ça c'est un progrès. Ça ne règle pas tout, bien sûr, c'est un progrès, parce que maintenant, il y a l'immunothérapie, il y a l'hormonothérapie, enfin, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus efficaces que ça ne l'était. Et donc, elles ont perdu aussi beaucoup de monde. Et c'est dur. Donc, arriver, s'asseoir sur un poste. Moi, je leur ai dit, moi, j'ai besoin d'un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, je suis OK, j'ai le poste de présidente, j'encaisse je prends la veste qui va avec, mais j'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin qu'en fait, on soit un groupe, on travaille ensemble. Je ne vais pas être celle qui prend des décisions contre vous. Ça, il n'en est pas question. Moi, c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble. Parce que ce n'est pas ma façon de faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va m'imposer, mais avec... t'es pas péremptoire, t'es pas arrogante. J'aime pas ça. T'es pas directive. Non. Directive, voilà, pardon. Tu n'es... Voilà, ce qui transparaît dans ce que tu dis, c'est que tu ne veux pas imposer les choses. Non. Voilà. J'ai besoin que ce soit une acceptation d'équipe, que tout le monde soit d'accord, qu'on en parle. Parce que, et puis de toute façon, c'est quand on discute, quand on échange, qu'on trouve des solutions, c'est important. Et donc moi, j'avais besoin de ça. Mais ça fait partie aussi de ma personnalité, de cet échange et de prendre des décisions ensemble. Donc en fait, ça a peut-être été une autre façon, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui se passait avant, et je me suis dit qu'à un moment donné, voilà, moi j'arrive avec mon âge, avec ma génération, et on va avancer. La plus jeune. Mais ça, c'est difficile aussi, de gérer une équipe qui est un peu plus âgée. Puis avec des gens qui ont plus d'expérience que moi. Mais c'est super dur. Alors, justement, tu parles de gens qui ont plus d'expérience que toi. Est-ce que tu dirais que quand on se retrouve à la tête de cette association, l'expérience, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir eu plus de contact avec des malades ? C'est ça, l'expérience ? Alors, au début, oui, pour moi, je voyais vraiment que ça. Ah ouais. Je voyais que ça. Et en fait, je me suis même pas rendu compte que mon empathie naturelle, mon écoute faisait que déjà je faisais un travail naturel absolument énorme. Mais alors Adeline l'avait détecté, mais moi j'en étais pas consciente en fait. Et puis au fur et à mesure, ce qui est amusant, c'est que sur cette même période, j'ai mes clientes qui me disaient, mais Valérie, toi t'es pas, en fait tu te rends pas compte, mais t'es pas une esthéticienne normale. Je dis, ah bon, pourquoi ? Tu n'es pas une esthéticienne normale. Mais je comprenais pas. Elle me dit, mais tu te rends pas compte, quand tu viens, quand on fait un soin avec toi, quel qu'il soit, c'est plus qu'un soin. Tu t'en aperçois pas. Mais je comprenais pas ce qu'elle me disait, en fait. Mais c'était,
cette écoute, cette empathie, et puis la mémoire en fait, parce que je me souvenais, Tu te souviens quand tu as des discussions avec les gens, tu te souviens de ce qu'ils t'ont dit. Voilà. Tu peux. En fait, je les entends. Tu les entends, oui. J'écoute pas uniquement, je les entends. Et des fois, ils me disent mais comment tu sais ça ? Ben, c'est toi qui me l'as dit. Et en fait, j'ai cette faculté. J'écoute, mais j'entends aussi. Donc c'est vrai que ça a été un côté naturel, cette formation que j'ai fait en plus chez Jatalf pour comprendre là les mécanismes psychologiques. Alors attention, c'est pas un diplôme de psychothérapie, mais là c'était des choses qui étaient importantes pour moi, pour m'asseoir davantage dans ce poste. Et puis après, l'expérience que j'ai gagnée au fur et à mesure, et puis mon expérience personnelle aussi à travers les épreuves personnelles, malgré tout. Parce que, justement, j'allais te dire, quand tu dis à ton époux... je vais me consacrer à ça. C'est quoi sa réaction ? Parce que franchement, pour l'entourage, ça peut faire un peu peur de se dire, ma femme, la maman de mes enfants, va se plonger dans un univers difficile, exigeant, où elle va donner beaucoup d'elle-même à d'autres. Est-ce que ça va rien nous enlever ? Est-ce qu'il a eu cette réaction ou pas ? Alors pas du tout. Lui, il était super fier, super content. Il me dit, mais vas-y, ça va être top. Mais moi, j'étais terrorisée. Je voulais pas, moi, en fait. Au départ, je voulais pas accepter. Et c'est lui qui m'a un peu poussée aussi. Il me dit, mais vas-y. Il me dit, mais t'es faite pour ça. Arrête, je sais rien faire. Il te connaît bien. Oui, mais bon. Au bout de quelques années, c'est vrai que ça aide. Mais je dis, mais je vais jamais y arriver. Il me dit, mais arrête. Il me dit, mais tu te rends pas compte. Mais bien sûr. Et c'est un peu lui qui m'a poussée, quoi. Et quand, j'ai des moments où je dis, oh, mais non, là... Mais si, tu sais faire, mais vas-y, je suis fière de toi, vas-y. Et ça, lui, il m'a énormément poussée, en fait, par rapport à ça. Parce que lui, et sans vouloir rentrer dans les détails, il travaille la nuit, quand même. Alors oui, il travaille la nuit. À l'époque, il est conseiller national. En plus, donc lui, il avait l'habitude des discours et des trucs comme ça. Je dis, mais moi, je sais pas faire, mais je vais t'aider, t'inquiète. Il me dit, vas-y. Donc, il t'a accompagné aussi. Oui, il m'a accompagné aussi. Ouais. C'est important, j'imagine. Ouais, c'est important parce qu'il est là à tous les moments importants de l'association. Il est là... et c'est vrai que c'est important pour moi parce que j'ai son regard bienveillant et il me drive là-dessus, il me rassure surtout en fait. Ah oui. Il me rassure. Donc on arrive finalement, ça y est, on y est, au moment où Valérie accepte de nous dire « Je ne suis pas uniquement quelqu'un qui donne, j'ai aussi besoin qu'on bien sûr. qu'on soit à mes côtés. » quoi. C'est important. Moi, j'ai besoin d'être entourée quand même aussi. Oui, tu parlais tout à l'heure de ta famille qui te ressource, de faire des choses, des activités en famille, de faire des déjeuners, des dîners de famille. Moi, j'adore cuisiner en plus, donc j'aime bien avoir ma famille, j'aime bien... c'est important pour moi. Les enfants, en plus, on est à Monaco, on a la chance quand même de les avoir. De les avoir tout près, ouais. Ouais, donc ça, c'est important aussi, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des moments qui n'appartiennent qu'à toi ? Pas beaucoup. J'avoue. Moi, j'essaye le matin de me faire un petit quart d'heure un peu de méditation, d'ancrage, de choses pour me mettre en place avant d'attaquer la journée. Donc ça, c'est mes petits moments. Dans tout ça, ça fait quand même qu'un quart d'heure. Hein. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça, quoi. Après, oui, par exemple, un déjeuner avec ma fille ou mon fils, ça j'adore, ça me fait beaucoup de bien parce qu'on parle d'autres choses. Vous parlez d'autres choses ? Est-ce qu'ils sont pas tentés de te parler de ça ? Alors, avec ma fille, oui, parce qu'en fait, en plus, je l'ai faite rentrer dans le conseil d'administration il y a 2 ans. Mon fils, non, lui, c'est complètement autre chose. Pour rentrer dans ce cercle-là. Et oui, parce qu'elle a 26 ans, mais comme elle a traversé aussi des choses pas très rigolotes, j'ai pensé que pour une jeune femme, venir nous donner un petit coup de main avec son côté beaucoup plus jeune par rapport à sa génération, et puis elle-même, ce qu'elle a vécu, ça pouvait aussi être intéressant. Et puis, comme on est très fusionnels... On est quand même beaucoup ensemble aussi. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de la relation maman-fille. Parce que donc, tu me dis, j'ai 2 enfants, donc ça veut dire qu'il y a un garçon. Il y a un garçon. Parce que sinon, aussi. tu aurais dit 2 filles. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un garçon. Tout à fait. J'ai un grand garçon aussi. Et t'es fusionnelle avec ta fille, donc. Ouais. Et oui, parce que, j'étais fusionnelle avec mes 2 enfants, attention. Mais bon, les garçons, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ils quittent le nid, et lui, il a quitté le nid assez tôt, à 20 ans, il est parti. Donc, il est plus âgé qu'Eva. Oui, il est plus âgé, ouais. Lui, il va avoir 30 ans cette année. Donc les garçons quand ils quittent le nid après ils font leur petite vie et puis après il s'est mis lui aussi à travailler la nuit, donc c'est un rythme encore différent, mais donc Eva est un petit peu plus jeune et puis avec Eva on a une grande histoire, on a beaucoup l'estime de soi aussi qui est entre nous parce que encore une histoire d'empathie, de dialogue, d'échange, de construction. Parce qu'on a vécu des choses pas facile, qui n'était pas grave, parce que mais bon.
Eva, à 13 ans, a une maladie auto-immune assez invalidante pour son âge. Et donc, on a vécu les hospitalisations, on a vécu plein de choses difficiles pour une jeune adolescente. Et c'est ce qui m'a fait comprendre aussi, de l'autre côté, d'autres revers de la maladie aussi. Donc ouais, t'as pas fait de carrière médicale, mais tu es tombée dedans. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, j'ai accepté, parce que je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fait, moi qui ai toujours voulu faire du médical, on me l'a pas permis au niveau des études, parce que bon, voilà, c'était comme ça. Et en fait, je suis dedans. T'es dedans. T'es dedans en permanence. En permanence. Que ce soit personnellement ou dans ton engagement professionnel, associatif en tout cas. Complètement. T'étais tout le temps dedans. J'ai été rattrapée en fait parce que j'aurais dû faire, je pense. Alors sur un chemin différent. Puis en fait, ça me convient assez, je pense. Hein, mais bon, peut-être que voilà, si j'avais fait mon autre parcours, toutes ces choses-là se seraient pas passées. Ou voilà, c'est que juste j'étais destinée à ça en fait. Hein, ça, tu utilises le mot, c'est ce qui vient à l'esprit tout de suite. Ouais. Mais je crois que tu l'as dit tout de suite au début de notre entretien. Tu as un destin. Ouais. Ah ouais, je crois vraiment. Tu y crois d'ailleurs. Ah oui, complètement. Oui. Hein. Oui. Et puis je vois, même par rapport à plein de choses, j'ai même vu qu'en fait la maladie de ma fille m'a obligée à m'ouvrir sur plein de choses et à me reconnecter en fait à plein de choses qui étaient moi mais que j'avais mis de côté. Mais parce qu'il y a des choses, qui me font vibrer. J'adore l'énergétique, j'adore tout l'aspect spirituel. C'est des choses qui me font vraiment, vraiment vibrer et auxquelles je crois fortement parce que des fois, on voit quand même des choses incroyables qui se passent, quoi. Donc, j'y crois terriblement. On est parfois extrêmement surpris par ce que certains sceptiques appellent des coïncidences ou des hasards. Complètement. Et finalement, on se dit, et on t'écoute là maintenant depuis un petit moment, et on se dit, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de hasard dans ta vie. Incroyable. Dans ton parcours jusqu'à présent, en tout cas. Fait. Oui, parce que ce destin, il s'est joué à un mot, enfin, à une mini-phrase, possibilité, Paris et Nice. Ouais, c'est ça. Ça serait jamais arrivé sinon. C'est uniquement ça, et ça a été, mais avant de fermer l'enveloppe, parce que je me revois faire. J'ai ressorti la lettre et j'ai rajouté possibilité Paris et Nice. Ouais. Et j'ai fermé. J'ai renvoyé, mais j'avais oublié. Et ça a été ce qu'on appelle le moment clé, le tournant, la bascule, etc. Parce que je me suis retrouvée ici, dans le sud, à Nice, après à Monaco, puis tout ce parcours, voilà. Donc ce parcours de soins, mon papa qui est décédé, j'avais 27 ans, j'avais déjà mes 2 enfants parce que ma fille venait de naître, donc Axel, lui, il avait 3 ans et demi, et Eva était vraiment bébé quand il est mort, donc c'est vrai qu'en plus, elle, je l'ai trimballée avec moi partout, à la maison, en fait, je l'ai imprégnée aussi, la pauvre petite, c'était un bébé, j'avais l'impression qu'elle comprenait pas. Ne tombe jamais vraiment loin de voilà. Parce qu'elle aussi, elle a fait de l'associatif quand elle était à Sciences Po et tout aussi, donc elle a fait pas mal de choses et c'est quelque chose quand même qu'il a. Elle a ça dans les gènes. Ouais, aussi. Donc voilà quoi. Elle aime aussi beaucoup aider les autres. Voilà. Donc. Et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Valérie Barry-Laraud maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Écoutez. Me souhaiter. Il faudrait quand même dans quelques temps que je trouve aussi une remplaçante pour moi, parce qu'à un moment donné, moi là je vais être à mon 3e mandat, donc l'année prochaine ça fera 9 ans de présidence. Et j'avoue que je commence à essayer de chercher quelqu'un pour me relayer, parce que je pense qu'il y a 9 ans, je pense que c'est bien. Moi j'ai apporté, je pense, tout ce que je pouvais apporter, avec mon état d'esprit, avec ma vision des choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut être lucide avec soi-même et se dire, tiens, à un moment donné, il faut amener du sang neuf, quoi. Il faut aussi quelqu'un avec d'autres idées, Et moi, je suis très ouverte là-dessus. Je suis pas là à me dire, je garde le poste, je le lâche pas. Non, pas du tout. C'est ce qu'on disait au début, en fait, que la maladie ne s'arrête pas. Non. Et c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Et voilà, je pense qu'il faut être lucide par rapport à ça. C'est important. Alors oui, il y a des gens qui vont garder une présidence pendant 20 ans, 30 ans, mais ça, moi je ne juge pas. Peut-être qu'il y a moins d'implication, ou peut-être qu'il y a d'autres choses derrière, attention. Ça c'est chacun. C'est l'histoire de chacun. C'est l'histoire de chacun. C'est l'histoire de chacun. Donc, mais voilà, moi je trouve que là j'ai fait pas mal de choses, en fait. C'est vrai, quand je vois avec le recul, je me dis on a bien évolué, on a fait beaucoup de choses. Je pense que à un moment donné, il faut savoir laisser sa place, et c'est normal. Bon. Nous, on espère que ce ne sera pas pour tout de suite quand même, parce que en plus, on est dans l'octobre, dans Octobre Rose, et que c'est le moment où
on se reconcentre tous sur le cancer et sur la bataille que nous menons tous, malades ou pas, face au cancer. Et donc, on espère qu'on va te garder encore un petit moment. Et merci beaucoup, Valérie, d'avoir passé ce moment. Mais de rien. Mais si je peux rajouter juste une petite chose, parce qu'on est sur Octobre Rose. Alors, ok, Octobre Rose, c'est top, mais allez faire vos mammos, allez faire les échos. Ah bah oui. Parce que c'est pas que Octobre Rose, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Et c'est important, parce qu'il faut pas oublier qu'un cancer pris à temps, c'est 90% de chances de s'en sortir. Ça, c'est énorme. Donc, on va rester sur cette note d'espoir. Merci Valérie. Merci Geneviève.